Marcel Théronès, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous pour témoigner de votre parcours militaire, volontaire, Oui. et de cette campagne importante Oui. que vous avez vécue, de vos 18 ans, je crois, jusqu'à... Jusqu'à 21, Voilà. 21 ans, quoi. Avec un petit peu de rab. Disons que j'ai fait 4-5 mois de plus. Avec les retours, l'aller, voilà. Ça Alors, fait quand même 15 000 kilomètres de bateau. Est-ce que je peux vous demander, Marcel, quel âge vous avez? Actuellement, j'ai 90 ans. Et là, on remonte à vos 18 ans. Oui, on vient à mes 18 ans, oui. J'étais tout jeune et donc, bien sûr, j'ai parlé avec mon père parce que, au préalable, avant, je travaillais avec lui parce que mon père était, disons, fermier. Il a toujours été fermier en Algérie, à Saïda, dans le département d'Oran. Et nous sommes toujours restés dans ce coin-là. Et après, nous sommes partis au Maroc pour travailler également au Maroc, près de Ouedzem, c'est-à-dire à 100-150 km de Casablanca, pour la construction d'un tunnel et d'un barrage qui se plaçait à Bennen-Ouidan, c'est juste à côté. Voilà, donc j'ai toujours été avec mes parents, je les ai toujours aidés, j'ai toujours été, pas salarié parce que j'étais trop jeune, mais j'ai aidé mon père dans les travaux d'agriculture. Voilà. Ce que je pouvais faire, je l'ai fait avec l'aide de mon frère aussi, qui était avec nous. Voilà. Nous étions un petit effectif avec d'autres ouvriers maghrébins, il faut le dire. Voilà. Donc j'ai fait une petite carrière très courte de petit agriculteur. Et donc, qu'est-ce qui vous pousse soudain À m'engager. à vous engager? Oui. Eh bien, nous avions une habitation à Saïda et la ferme se trouvait à une quarantaine de kilomètres de Saïda. Je vous dis en passant, à Saïda, il y avait un dépôt militaire qui était un dépôt concernant uniquement la Légion étrangère. Donc, ce qui m'a poussé, c'est un petit peu de voir un peu ces légionnaires. J'entendais parler mes amis, mes collègues, qui me disaient, eux, ils sont très durs au combat, c'est des grands combattants. Mais je me suis rendu compte après en Indochine, sur le terrain de guerre de l'Indochine, qui n'était pas tout simple, que vraiment ce que l'on m'a raconté, c'était toujours ça. Donc c'est un peu une envie d'être ces gens-là. Voilà. J'avais dans ma personne quelque chose qui me demandait de partir. Bon, j'en avais assez aussi, il faut que je dise, du travail d'agriculture avec mes parents. Et donc je me suis lâché, je suis allé m'inscrire et signer un engagement de 3 ans dans le premier ERT à Paris, quartier Duplex. Voilà. Donc je suis parti, j'ai fait ma demande, je suis parti à Paris. J'ai fait, 2 semaines après, j'ai fait des classes en accéléré à Fréjus. Donc j'ai atterri au camp Sainte-Marthe. Oh, ça n'a pas duré longtemps les classes, hein. Elles ont été très accélérées, disons 15 jours. Après je suis revenu sur le camp Sainte-Marthe à Marseille.
Et je me suis aperçu d'une chose, que à chaque fois qu'on arrivait d'ailleurs, ou que ce soit de la ville, que ce soit de France, on arrivait à Sainte-Marthe. Comme nous étions des gens qui étaient destinés à partir à faire ce long voyage pour l'Indochine, je suis parti de suite. Donc je suis resté très peu de temps à Fréjus. On a fait des classes accélérées. Après, on m'a reconduit au camp Sainte-Marthe. D'abord, il faut que je vous dise, avec un peu de recul, au DMI d'Oran, j'ai été embarqué. Et donc cet endroit m'a paru très bien. J'ai bien apprécié parce qu'il y avait des gens de partout qui étaient là, qui attendaient pour prendre un bateau. Donc j'ai vu le pasteur, j'ai vu le Skogum, j'ai vu celui que j'ai pris, je m'en rappellerai plus tard, mais c'est pas le pasteur. Le pasteur pour le retour. Et donc ce bateau partait, commençait à partir, et moi je venais de signer mon engagement, et donc je m'étais engagé avec l'armée de la mère patrie, quoi. Parce que moi je suis un fils d'Algérie française, je suis né là-bas, et j'ai voulu partir, faire un petit élan patriotique, là. Je me suis dit, tiens, parce qu'il faut que je vous dise, mes parents ont tous été des anciens combattants. Mon père, Antonio, il s'appelait Terronès, et donc il a fait la guerre 14-18. Il a combattu les Marocains au Rif, dans le Rif. Mon frère, lui, il a été mobilisé et il est parti à Monte Cassino. Il a fait la guerre en Italie, sous le chapeau de Juin, le maréchal Juin, je me rappelle bien. C'était un gars qu'on appréciait tous là-bas, tous les Pieds Noirs, on l'appréciait. Donc pour en revenir à Fréjus, après je suis parti au camp Sainte-Marthe. Là j'ai passé 2 jours et on avait des lits superposés, nous étions sur 3 étages. Et puis il y avait de tout. Il y avait des tirailleurs, il y avait des régiments de tirailleurs sénégalais, tous les tirailleurs étaient là, marocains, tout ça, quoi. Et il y avait des autres armes aussi qui étaient à côté de nous, hein, comme les parachutistes. Enfin, tous ces gens-là, ils avaient un tel allant, ils voulaient à tout prix combattre. Bon, donc ils étaient tous là, et moi c'est devenu un petit peu, pas une psychologie sur moi, mais je me suis rendu compte que j'avais peut-être bien fait finalement. Et après j'ai embarqué, et puis on est monté dans c'est le Skogum. Bon, c'est un bateau qui nous a mis quand même 23-24 jours pour faire la traversée. Donc on est passé un peu partout, on est sorti de la mer Méditerranée, on est rentré dans la mer Rouge, on a passé le canal de Suez avant, et puis on a continué, après on est arrivé dans le Pacifique, et donc là on a été un peu partout, quoi. Donc arrivé à Saigon, 22 ou 23 jours après, on nous a déposés. On nous a dit, vous avez des réjouissances, nous vous mettrons, nous vous descendons, avec des camions, on est descendu, pardon, et puis on a été au parc à Buffle qu'on appelle. Disons qu'il y a des filles de joie là, qui nous attendent, quoi. Voilà. Donc après ce séjour en mer de combien, 3 jours je crois, il y a eu 2 ou 3 jours, et donc là, je ne suis pas resté longtemps, je suis resté quelques jours, 1 semaine en gros. Et puis après, allez, hop, le Skogum, on est reparti pour l'Indochine. Voilà. Donc l'Indochine, il me tardait quand même de... Mais enfin, j'étais épris par tout ce voyage. J'étais pas anxieux, mais je me disais, je vais voir du pays, je vais être bien. Voilà.
finalement j'ai été bien parce que je me suis fait des copains vite fait, quoi, des pieds noirs comme moi. Et puis on est arrivé, comme je vous disais, on a été directement à ce parc à Buffles. Après on est sorti, on est parti, on nous attendait, on nous a menés dans une caserne vietnamienne, laquelle on est resté là, et puis on a eu toutes nos destinations de dites. Moi, j'étais affecté au Tonkin, d'entrée. On m'a annoncé mon affectation, deuxième compagnie auto de base à Haiphong. Donc, on a découvert quand même un beau itinéraire. Vraiment, c'était joli, la baie d'Along, tout ça. Bon, c'est magnifique, hein. Tout le monde le raconte, tout le monde le dit. Moi, je ne suis pas le dernier à le dire aussi, c'est vraiment beau, c'est vraiment très beau. Donc après, j'ai été débarqué et je suis allé à mon nouveau point d'habitation. Enfin, j'étais affecté à la deuxième compagnie auto de base, je me répète, et c'est le train, c'est mon unité combattante qui était le train. Rappelez-nous simplement une petite chose, nous étions en quelle année? Nous étions en 1951. Voilà, nous étions en 1951 et fin 54 j'ai été démobilisé. Voilà. Oui, alors là, j'ai eu mon affectation et moi, on m'a affecté. On m'a dit que j'aurais des missions tout le temps, que je serais missionné pour beaucoup de choses, pour des fins de convoi, on m'a fait faire un training rapidement pour que je me mette dans le bain, quoi. Et j'ai fait un petit training de 2 jours là, sur un GMC, lequel GMC était équipé d'une flèche. Et cette flèche, on l'appelait ça la chèvre à l'époque, me faisait toujours finir derrière. Vous voyez, j'étais toujours derrière dans le convoi. Bon, le convoi a été attaqué parce qu'il a été attaqué plusieurs fois, attention, ça n'a pas arrêté. Et donc, nous étions dans une ville fraîchement démobilisée, c'est-à-dire Haiphong. Il y avait le Viet Minh qui était sur place. Et on les côtoyait, on les voyait, on les regardait, et puis voilà, quoi. Moi, j'ai fini par me mettre au parfum avec les copains. On disait, il faut faire gaffe, et puis c'est tout. Il faut faire attention, hein, partout, il y a le danger partout. Voilà, effectivement. Donc il y avait du danger de partout, de partout. Il y avait ils appelaient ça des embuscades. Donc avec le pouce, on savait qu'on avait des embuscades. Bon, on faisait attention, on avait toujours le regard vers l'arrière. Vous comprenez? Et là, je me suis dit, c'est quand même bien, mais c'est pas trop bien, parce que, effectivement, il y a ce danger permanent, là, quand on sort avec un pouce-pouce, mais on n'a pas eu trop le temps de sortir avec les pouce-pouce. On a tout de suite... Alors, ma mission à moi, là-bas, elle était journalière, tous les jours. J'avais une mission, j'avais un carnet par un cabot chef, c'est un Vietnamien, lequel me remplissait les missions que j'avais. Alors, d'abord, j'avais autour de la ville d'Haiphong, ou alors sur le port d'Haiphong, j'avais à aller avec mon camion. Alors, non seulement je faisais le convoi, mais après le convoi, j'étais dispatché ailleurs, et ce convoi, il y en avait un autre qui prenait ma place. Donc, j'allais au port, mission, déchargement de tel sampan à telle heure, et voilà, et j'y allais. Donc là, j'étais tout seul, et là-bas, sur la route, il y avait un poste où je devais prendre des prisonniers. Je prenais une dizaine de prisonniers, et donc ces prisonniers-là, ils étaient gardés par un caporal-chef. Oui. Bon, moi j'avais mon arme, j'avais une Mat 49, voilà. Et donc, je prenais plaisir à faire ce nouveau boulot, étant donné que ça serait changé. On m'a dit, oh, tu ne feras pas toujours pareil, hein, tu verras. Hein. Donc, voilà, je déchargeais avec mon camion toutes ces bombes. C'était des bombes explosives, des bombes qu'on devait mener dans un dépôt d'aviation.
qu'il fallait le charger à lui, à l'avion, pour qu'il aille bombarder. Voilà. Donc après, je suivais le camion qui était chargé par les prisonniers, et donc arrivé là-bas, on les redéchargeait, on les rentrait dans l'avion. Pas moi, hein. Moi je ne le touchais pas, moi j'étais le technicien pour ça, quoi, pour faire cette mission, la faire complètement. C'est-à-dire quand elle était chargée à bord, ça repartait, mais là ça partait vers Hanoï, et Hanoï ça partait encore ailleurs. Donc ce n'est pas moi qui faisais cet itinéraire après. Mais ça m'est arrivé de faire des missions dans ce genre, c'est-à-dire charger un camion du port, plein de bombes, les mener dans un champ d'aviation, les mettre en attente dans un mamelon, hein, on les protégeait, et après il fallait partir, il fallait revenir en arrière. Voilà. Et là, des fois, j'ai sauté 2 fois, parce que la route entre Hanoï et Haiphong était blindée, il y avait toujours quelque chose. Il y avait toujours quelque chose. Et là, Voilà. les convois étaient des convois de quelle taille? Alors, les convois, c'était des convois de 20-30 camions, hein, avec des unités combattantes qu'on allait prendre à la BOTK, qu'on appelle base opérationnelle de la ville. Donc là, je me mettais en queue et je partais pour l'opération qui était désignée, qu'il fallait qu'on y aille, quoi, voilà. Et c'était une parachutiste, tirailleur marocain, toutes les armes. C'était jamais la même arme. Et la fameuse RC4? Alors la C4, ça c'est la route coloniale 4. Ça c'est vers la Chine. Donc ça s'est passé. Moi j'ai pas trop participé là. Une fois ou deux j'ai été là-bas parce que j'ai été ailleurs. Nassam, Kaobang c'est juste la frontière chinoise. Dien Bien Phu, mais ça bardait pas comme ça a bardé en dernier. Donc c'était bien, c'était correct. Mais il y a toujours eu du baroud.